Petit générique de Saint Seiya Lost Canvas pour nous plonger dans l'univers de Kuromada, mais également cette fois-ci de Shiori Teshirogi, à qui Kuromada a confié la guerre sainte précédente celle qu'a vécu Seiya et ses amis. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, je vais vous raconter l'histoire de Saint Seiya Lost Canvas. Nous sommes en Europe au XVIIIe siècle, 250 ans avant la série Saint Seiya que l'on connaît, où une grande guerre sainte est sur le point d'éclater entre Athéna et Hadès. Nous faisons la rencontre de deux jeunes adolescents, Tenma et Elone, dont les personnalités sont diamétralement différentes. Tenma est plus explosif, il n'hésite pas à se défendre, tandis qu'Elone est d'une pureté sans égale et préfère le dialogue à l'usage de la force. Un jour, Elone se rend à l'église de son village. Il aime y peindre des tableaux. L'évêque de la cathédrale de la forêt, cathédrale dont Elone rêve d'y voir une peinture dont la beauté laisse de marbre n'importe quel individu, est admiratif de son travail. Il lui conseille de se rendre en haut d'une montagne au nord du village pour y trouver des fleurs dont le rouge se rapproche du rouge véritable. Cela pourrait l'aider à terminer son tableau. Elone s'y rend et il atterrit aux Champs-Élysées où, effectivement, des milliers de fleurs y résident. Il en profite pour y peindre un tableau en compagnie de son chien, quand soudain, une jeune femme vêtue de noir nommée Pandore apparaît devant lui. Elle voit en lui la réincarnation d'Hadès, une enveloppe charnelle d'une pureté inégalée. À son réveil, Elone se retrouve à l'orphelinat aux côtés de Tenma et d'autres enfants. C'est Tenma qui l'a retrouvé inconscient en haut de la montagne. De plus, un éboulement de terrain fait barrage à la rivière du village, ce qui crée des inondations. Elone étant affaibli, Tenma décide de s'en charger. Une fois sur place, il se rend compte de la difficulté de la tâche qui se dresse devant lui, un énorme rocher. Il puise dans son énergie la plus profonde et parvient à le briser. Doko, chevalier d'or de la balance, est témoin de la scène, il est surpris qu'un enfant aussi jeune possède déjà un tel Cosmo. Il décide de l'emmener avec lui au sanctuaire pour qu'il devienne un chevalier d'Athéna. À son retour au village, il compte bien terminer le tableau avec Elone de son portrait. Tenma prend la route pour le sanctuaire, les mois passent, et il patauge grave. Il ne parvient pas à détruire un rocher identique à celui qu'il a détruit lors de l'intempérie de son village. Doko le surveille tout de même de près pour l'aiguiller à trouver la solution. La clé est de comprendre comment chaque élément qui nous entoure est composé. Une fois cela acquis, il devient facile de détruire ce que l'on désire. Tenma poursuit son entraînement, mais il aperçoit une silhouette similaire à celle de Elone. Il court et voit le même bracelet à son poignet, il lui agrippe le bras, mais il s'agit de Sacha, une orpheline qui était avec lui et Elone son frère. Ils se font interrompre par le spectre du ver qui en veut à la vie d'Athéna. Tenma, puisant dans sa rage de peur qu'il s'en prenne à Sacha, utilise tout son Cosmo et parvient à sortir une puissante attaque. Néanmoins, suite à cet exploit, il se fait mettre au tapis par le spectre, mais heureusement que Shion, le chevalier d'or du bélier, arrive à son tour pour l'exterminer en un coup et présente ses excuses pour son retard à Athéna, qui n'est autre que Sacha. Suite à cela, Tenma sort vainqueur de son combat pour obtenir l'armure de Pégase et devient ainsi le nouveau chevalier de Pégase, protecteur d'Athéna. Il est envoyé aussitôt par le Grand Pope en Italie où un grand nombre de spectres y a été repéré. Elone, lui, continue de peindre comme il l'a promis à Tenma, mais il ne peint désormais plus que tristesse et mort. Il a perdu le goût de la peinture. Pandore apparaît de nouveau devant lui, cela fait 2 ans qu'elle n'est pas apparue. Elle l'emmène à la cathédrale de la forêt pour lui montrer cette peinture qu'il convoite tant. Au fond de cette cathédrale, il trouve le tableau. Elone est sous le choc, il s'agit d'une représentation du dieu Hadès avec son visage. Pandore et l'évêque de la cathédrale lui expliquent que la mort est délivrance, les enfants qui mouraient de faim désormais ont le sourire à ses côtés, il ne se soucie plus du lendemain. Elone est comme hypnotisé par ces paroles et l'esprit d'Hadès prend possession de son corps. 3 chevaliers d'argent font leur rapport face à Athéna. Ils se sont rendus dans la zone de la cathédrale de la forêt et ils ont tous péri. Oui, vous avez bien entendu, ils ont tous péri, eux également. Ils sont désormais du côté d'Hadès, lequel leur a redonné la vie pour tuer Athéna. Heureusement que Doko et Shion veillent sur Athéna et ne font qu'une bouchée du chevalier du spectre du Cerbère et de la flèche. Ils demandent l'autorisation au Grand Pope de se rendre en Italie pour enquêter sur cette cathédrale. Ils y vont avec notamment Tenma, en plus il s'agit de sa ville natale. Tenma voit son village détruit, il fonce à l'orphelinat pour voir s'il y a toujours des survivants. Il se fait attaquer par Phlégias, spectre du Lycaon. Emporté par la colère et la haine, Tenma parvient facilement à se débarrasser de lui. Elone, du moins Hadès, va à sa rencontre. Il termine le tableau dédié à Tenma en même temps qu'il l'attaque. Tenma s'effondre et Doko remarque que les cheveux d'Elone virent en noir. Avant de se retirer, Elone déclare avoir tué Tenma afin de le délivrer.
Doko jure de le venger, mais il est stoppé par Kagao du Menu, qui semble détenir une puissance équivalente à la sienne. Elone et Kagao se retirent, tandis que les chevaliers d'Athéna regagnent le sanctuaire. Shion et Doko font leur rapport et annoncent les mauvaises nouvelles à Athéna. Hadès a pris le contrôle de Elone, et 2 chevaliers de bronze ont péri. Telma, chevalier de Pégase, ainsi que Yato, chevalier de la licorne. Mais peut-être que nos amis s'avancent un peu vite. Yutsuria, une guerrière de Jamir, arrive sur les lieux pour récupérer Pégase. Elle y trouve Yato qui est sain et sauf. Elle lui demande de porter Telma, puis les téléporte à Jamir. Sur place, le grand sage de Jamir lui explique qu'ils aident à la lutte contre Hadès en rénovant notamment leur armure grâce à une grande quantité de leur sang. C'est justement ce que s'apprête à faire Yutsuria pour faire renaître l'armure de la licorne à Yato afin de lui prouver qu'ils font partie du même camp. Seiya dispose d'un bracelet de fleurs que lui a confectionné Athéna lorsqu'elle était à l'orphelinat avec Telma. Elle lui en a donné un à lui, mais également à Elone et elle-même. Ce bracelet est ce qui permet de tenir la conscience, l'esprit de Telma dans son enveloppe charnelle. Mais dès que les fleurs du bracelet auront fané, Telma sera définitivement mort. Le grand sage envoie Yato muni d'une arme sainte au puits des âmes en utilisant le Sekishiki, technique que l'on connaît très bien de Deathmask. Ce sabre lui permet de le protéger dans le monde des âmes, car sans ça il lui est impossible d'y rester. Telma est enchaîné dans un bâtiment par Fyodor, spectre de la Mandragore. Au moment où ce dernier se retire, Yato et Yutsuria en profitent pour se faufiler afin de délivrer Telma. Un gardien spectre les remarque, puis Fyodor arrive dans le dos de Yutsuria pour l'attaquer. Mais Yato s'interpose et encaisse le coup. Il va réussir à fissurer le surplis de Fyodor. Telma parvient à se débarrasser de ses chaînes et à lancer son Pegasus Suiseiken pour terrasser une bonne fois pour toutes le spectre Fyodor. Pandore rapporte la mauvaise nouvelle à Hadès, mais il ne s'en fait pas pour ça car il a envoyé Minos du Griffon, l'un des 3 juges des enfers, au sanctuaire pour prendre la tête d'Athéna et décimer l'ensemble de ses chevaliers protecteurs. Minos et ses hommes viennent à bout des chevaliers de bronze, mais ils arrivent devant la montée au sanctuaire jonchée de roses rouges. Minos connaît ces roses, rien que de respirer leur parfum peut être mortel. Non loin se trouve l'auteur de ces roses, Albafika, le chevalier d'or des poissons. Niobé des profondeurs demande à Minos de le laisser s'en charger. Vu qu'il dégage un poison également, le parfum des roses Albafika n'ont aucun effet sur lui. Mais malheureusement pour lui, l'inverse est vrai également. Albafika n'est pas affecté par son sort Deep Fragrance, dont le parfum est censé le priver de ses sens. Albafika en termine avec lui en lançant Crimson Thorn. Les épines de ses roses déchirent son surplis et le mettent au sol. Il ne reste plus que Minos en face à face avec Albafika. Mais Minos dispose d'un atout majeur pour contrer les roses démoniaques d'Albafika, son surplis est pourvu d'ailes. Il lui suffit alors de s'élever dans les airs et de les balayer pour toutes les retirer. Albafika a d'autres atouts également, mais il n'a pas le temps de les déployer, puisque Minos utilise manipulation cosmique et contrôle déjà le corps d'Albafika. Ce dernier lutte pour pouvoir agir à sa guise, mais ça lui brise le bras droit. Malgré la douleur, Albafika tient debout et contre-attaque en balançant Crimson Thorn, les épines de ses roses. De plus, il a pensé à poser des pièges sur le trajet menant au sanctuaire pour ralentir les spectres d'avance. Malgré tous ses efforts, ses épines n'ont aucun effet sur Minos, qui s'en protège en utilisant les ailes de son surplis. Il finit par briser Albafika qui s'écroule au sol. Pour bien faire preuve de sa victoire, il va même attaquer le village de Rodorio, celui qui a juré de protéger Albafika. Il est interrompu par la venue du chevalier d'or du bélier, Shion. Il se fait à son tour contrôler le bras, mais Albafika est de retour. Bon, pas en super forme, mais il prépare une dernière attaque. Il lance Crimson Thorn, sauf qu'il s'agit d'une ruse. Il en profite pour lancer au milieu de l'attaque une rose blanche empoisonnée par son sang. Elle vient se loger directement dans le cœur de Minos pour absorber la totalité de son sang. Minos, fou de rage, a pour projet de tout détruire. Il prépare une bourrasque de vent avec ses ailes, mais il est bloqué par le mur de cristal créé par Shion. Il meurt en même temps qu'Albafika. Shion le prend alors dans ses bras et l'amène au sanctuaire, quand un homme se téléporte devant lui, un certain Atla, envoyé par le grand sage de Jamir pour alerter le sanctuaire de la situation. Car oui, la situation est cauchemardesque pour les chevaliers. Hadès a le pouvoir de ramener à la vie autant de fois qu'il veut les spectres morts au combat. Il dispose d'une armée infinie. Athéna en a bien conscience, pour empêcher Hadès de ramener à la vie les spectres tombés au combat au sanctuaire, elle dresse une barrière protectrice. Atla mentionne néanmoins une bonne nouvelle. Telma, qui est dans le monde des enfers, se dirige en compagnie de Yato et Yutsuria au magnolier des enfers situé entre la 6e et la 7e prison. Le maître de Yutsuria lui a dit qu'à cet endroit précis, il existe un moyen de stopper les résurrections envoyées par Hadès. Sur le chemin, ils font face au Cerbère, chien protecteur des enfers, qui trouve un repos bien mérité après avoir pris le Pegasus Ruiseiken de Telma. Elone passe une tête à Telma pour lui proposer une dernière fois de rejoindre son armée, proposition alléchante que Telma refuse tragiquement. Elone lui donne alors rendez-vous au sanctuaire pour leur retrouvaille en compagnie de Sacha. Nos amis reprennent leur route et grimpent la falaise menant au magnolier des enfers. Telma entend alors la voix du chevalier d'or de la Vierge, Asmita.
Il a mis en pause Yutsuria et Yato le temps d'avoir une petite discussion avec Tenma. Il lui confie sans tourner autour du pot qu'il hésite fortement à passer du côté d'Hadès au vu de la faible puissance d'Athéna. Pareil pour Tenma d'ailleurs, certes le chevalier Pégase est le seul à avoir réussi à blesser Hadès, mais le Pégase d'aujourd'hui est jugé beaucoup trop faible par Asmita. Il veut clairement le faire disparaître et utilise le fameux Rikudo Rine qui envoie l'âme de celui qui est visé dans l'un des 6 mondes suivants. L'enfer, le monde des fantômes affamés, le monde des bêtes, le monde du combat et de la violence, le monde des humains et enfin le monde céleste. Tenma réussit à s'en extirper, mais Asmita n'en a pas terminé. Il le prive de ses 5 sens en déployant son attaque la plus puissante, Tenmu Orin. On voit Asmita s'approcher d'Athéna pour lui transpercer le corps de sa main droite. Tenma, fou de rage, transperce à son tour l'armure d'or du chevalier de la Vierge Asmita. En réalité, son poing a fracassé le magnolier des enfers, tout n'était qu'une illusion provoquée par Asmita. Il voulait vérifier s'il était réellement digne de défendre la déesse Athéna. Ce dernier lui dit alors de rassembler 108 fruits pour les rapporter au grand sage de Jamir afin de stopper les résurrections des spectres. Il a voulu voir de ses propres yeux la détermination et la puissance de Tenma. Il n'a pas du tout l'intention de passer du côté d'Hadès, rassurez-vous. Maintenant, faut que nos amis se dépêchent car il ne reste plus qu'une pétale sur le bracelet de fleurs de Tenma. S'il vient à tomber, l'âme de Tenma sera bloquée dans le monde des enfers à tout jamais. Ils se dépêchent de partir, mais Stand, le spectre du coléoptère, leur fait barrage. Yato confie Tenma à Yutsuria pour qu'ils se dépêchent de sortir des enfers. Finalement, Yato parvient également à s'en sortir grâce à l'épée sacrée que lui a remise le maître de Jamir avant d'être envoyé au puits des âmes. Tout le monde est sain et sauf, mais les spectres ont repéré les lieux et commencent à traverser le pont pour les attaquer. Asmita, chevalier d'or de la Vierge, se téléporte au milieu du pont pour les renvoyer en enfer. Il explique à Tenma qu'il y aurait une sorte de 8e sens après le développement du 7e sens, un sens qui permettrait d'atteindre la conscience ultime. C'est d'ailleurs nécessaire selon le maître de Jamir pour utiliser les fruits du magnolier des enfers. C'est en éveillant ce sens qu'il sera possible de les utiliser et d'empêcher Hadès de ressusciter les spectres à l'infini. Il répare l'armure de Pégase avec son sang car les spectres reviennent à la charge. Tenma, Yato et Yutsuria se chargent d'eux tandis qu'Asmita s'occupe d'effectuer le rituel pour utiliser les fruits du magnolier des enfers. Il pousse son Cosmo jusqu'à son paroxysme pour finir le rituel, créant ainsi le rosaire qui permet d'enfermer les âmes des spectres morts. Grâce à Asmita, nos amis disposent là d'une arme redoutable, mais malheureusement, cela a usé toute l'énergie vitale d'Asmita, provoquant sa disparition à tout jamais, laissant derrière lui l'armure d'or de la Vierge. Il semble que la barrière protectrice d'Athéna commence déjà à s'affaiblir. Il ne faut pas oublier qu'elle a découvert qu'elle était la déesse d'Athéna il y a peu. Par conséquent, son pouvoir n'est pas encore complètement éveillé. Aldebaran, chevalier d'or du taureau, fait sa ronde au sein du sanctuaire quand soudain un ennemi plonge à ses pieds. Il demande à voir Doko, mais Aldebaran a des principes. Il aime qu'on se présente d'abord, alors il lui fait plier le genou pour qu'il s'incline. Il s'agit de Kagao, le spectre du Beno. Le combat commence réellement maintenant. Kagao a beau attaquer Aldebaran, celui-ci ne ressent rien. Il contre-attaque et fait reculer Kagao. Kagao utilise principalement une attaque qui génère des flammes noires. Cela n'a pas d'impact sur Aldebaran, mais l'attaque de la corne du taureau d'Aldebaran ne fonctionne pas plus sur Kagao. Les deux se veulent être les plus rapides à lancer leur attaque, le vainqueur sera donc celui qui attaquera le plus rapidement. Kagao apparaît comme étant le plus rapide, mais ses attaques n'ont pas d'effet. Pour Aldebaran, c'est sûr, ses coups manquent de puissance car il n'a aucun intérêt réel à se battre. Il manque clairement de motivation. N'en pouvant plus d'écouter, Kagao utilise l'angle sacrificielle. Aldebaran se retrouve cloué par des pieux de flamme, l'empêchant de bouger. Kagao n'a plus qu'à le faire cramer et attendre qu'il ne soit plus que cendre. Doko, voyant au loin l'état d'Aldebaran, intervient. Mais Aldebaran lui demande de reculer. Il n'est pas encore vaincu. Il éjecte les pieux de flamme, mettant fin à l'angle sacrificielle de Kagao, relançant ainsi le combat. Kagao veut en finir une bonne fois pour toutes, il lance 3 couronnes flamboyantes sur Aldebaran. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Aldebaran a encore de la ressource, il fracasse le sol, faisant tomber Kagao. Ce dernier parvient à remonter, mais il est dans un sale état. Il demande à Aldebaran pourquoi il ne l'a pas achevé après cette attaque. Il lui répond qu'il ne ressent aucun mal en lui, qu'il cherche juste quelqu'un à protéger. Sur ces paroles, Kagao se retire. Aldebaran s'écroule de fatigue, il faut dire qu'ils ont mené un combat extraordinaire tous les deux. Sisyphe, chevalier d'or du Sagittaire, arrive près d'Aldebaran. Il lui confie que la barrière d'Athéna empêche les spectres de revenir à la vie, mais sa puissance diminue fortement. Il est plus que nécessaire de trouver un autre moyen pour aider Athéna, et le rosaire laissé par Asmita pourrait bien en être un. Hadès arrive soudainement en explosant la barrière protectrice d'Athéna. Les chevaliers d'or ressentent cette terrible aura, ils savent qu'Hadès vient de pénétrer le sanctuaire au vu de la puissance dégagée, mais personne ne parvient à bouger. Seul Sisyphe, chevalier d'or du Sagittaire, réussit à se relever. Il ne tolère pas qu'Athéna soit en danger, d'autant plus que c'est lui qui l'a ramené au sanctuaire. Il décoche une flèche en direction d'Hadès, mais celui-ci le renvoie en plein dans son cœur. Pas le temps de s'inquiéter pour Sisyphe, Tenma apparaît soudainement aux côtés d'Athéna avec le rosaire d'Asmita.
Hadès est ravi, il va enfin pouvoir en finir avec le chevalier de Pégase qu'il redoute tant, car je rappelle qu'il est le seul à avoir réussi à le toucher. Il fonce sur Thelma pour le tuer de son épée, mais soudain, il est stoppé net. Des sceaux d'Athéna recouvrent l'entièreté du temple. Le grand Pope apparaît alors, expliquant que ces sceaux datent de la précédente guerre sainte. En mettant en commun leurs cosmos, Athéna et le grand Pope créent un passage directement à la tour des démons pour y enfermer l'esprit d'Hadès, afin de délivrer une bonne fois pour toutes le corps de l'Aune. C'est alors qu'arrive Pandore. On en apprend un peu plus par le grand Pope de cette jeune femme. Elle dirige les armées d'Hadès. Hadès d'ailleurs se retire, mais avant de s'éclipser, il fait cadeau de son tableau peint dans le ciel nommé Los Canvas, annonçant la fin de l'humanité une fois qu'il sera achevé. Car je rappelle que lorsqu'il peint une personne et fait une croix dessus, Hadès la plonge dans une mort certaine. Cette fois, il se retire avec Pandore dans une sorte de calèche. Pandore appelle Violate du Behemoth pour tenir tranquille le chevalier Pégase, mais Aldébaran s'interpose, permettant à Thelma de se diriger vers Hadès. Il tente de lui en coller une, mais Pandore brandit son trident pour attaquer Pégase, qui tombe au sol, mais rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. De son côté, Pandore se fait remonter les bretelles par le dieu du sommeil Hypnos et les dieux de la mort Thanatos. Ils sont très déçus de cet épisode au sanctuaire et demandent à Pandore de se ressaisir. Elle envoie alors 2 assassins tuer Thelma, le chevalier Pégase, qu'elle juge trop perturbant pour le maître Hadès. Cette tâche est confiée à Cube, du Dulan, et Wimber de la chauve-souris. Ils arrivent au sanctuaire, où l'on voit Aldébaran et Thelma s'entraîner ensemble. Aldébaran, qui a reçu de sacrés dégâts de son combat face à Kagao, des parties du corps brûlées, l'œil droit perdu, et malgré tout, il est toujours là. Les spectres envoyés par Pandore arrivent, et parviennent à endormir le sanctuaire en utilisant sonar du cauchemar via des dizaines de chauves-souris. Seul Aldébaran, encore lui, le colosse, se dresse sur leur chemin. Il s'est détruit les tympans pour ne pas être affecté par le sonar des chauves-souris, mais il se fait malgré tout blesser par Wimber, car même avec les tympans percés, l'effet du sonar pénètre son corps. À un moment donné, Ralcu, Aldébaran utilise Nova Titanesque, la technique qui lui a permis de retourner la situation face à Kagao. Il va parvenir à se débarrasser des 2 assassins, Cube et Wimber. Zélos, un 3e assassin envoyé par Pandore, celui de la grenouille, va en profiter pour tuer Pégase. Il s'en prend avant tout à Aldébaran, qui est immobile et debout. Kagao n'aime pas du tout ce qu'il voit. Il demande à Zélos qui l'envoie. Sous la menace, il lui révèle qu'il s'agit de Pandore. Elle ne croit pas qu'Hadès ait pris définitivement le contrôle du corps et de l'esprit de l'Aune. Thelma se réveille, Kagao se retire, Aldébaran meurt. Thelma quitte alors le sanctuaire. Vu qu'il est recherché par les spectres, il ne veut pas provoquer d'autres morts, sauf que quitter le sanctuaire en pleine guerre peut être vu comme de la désertion. Doko demande à Shion de l'aider à le retrouver, mais il se trouve qu'un autre chevalier d'or va tomber sur lui, Manigoldo, le chevalier du concert. Il enferme notre cher ami dans une tour pour être sûr qu'il ne tente pas à nouveau de quitter les lieux. De son côté, Pandore se fait sévèrement réprimander par Hadès, qui est au courant qu'elle a tenté d'assassiner le chevalier Pégase sans lui en avoir parlé en amont. Avant de partir, Pandore remarque qu'il a dessiné Eulone, Sacha et Thelma souriant comme à l'époque où ils étaient réunis. Elle comprend qu'il n'est pas encore complètement détaché d'eux, alors elle va l'enfermer dans une cage pour terminer Los Canvas afin que rien ne puisse le perturber à l'extérieur. Thelma lui s'évade grâce à Yato et Yuzuriya qui au passage est devenu le chevalier d'argent de la grue. Son vieux maître, Akurei de l'hôtel, se trouve être le frère du grand Pope, sage et ancien chevalier d'or du concert. Tous deux ont bien conscience que le dieu du sommeil Hypnos ainsi que le dieu de la mort Thanatos préparent un sale coup. Thelma, Yuzuriya et Yato pénètrent dans une forêt, et plus exactement la forêt de la mort créée par Thanatos. Cette forêt a enseveli une grosse partie de la ville et nos héros vont s'en retrouver séparés. Yuzuriya combat contre de la boue, Yato contre un scolopendre et Thelma contre les enfants de son orphelinat mort qui sont contrôlés par un spectre, Véronica de la Nasu. Yuzuriya et Yato rejoignent Thelma au combat, mais il y a quand même pas mal de monde face à eux revenus des mondes des morts. Manigoldo, chevalier d'or du concert, débarque et envoie tout le monde valser. Il se frotte alors à Véronica et utilise Sekishiki pour l'emmener sur la colline du Puits des âmes. Il parvient facilement à le vaincre en le faisant cramer par le brasier bleu des démons, mais Véronica tente de l'emporter avec lui sous ordre de Thanatos. Manigoldo tombe devant Hypnos et Thanatos en utilisant la porte dimensionnelle. Il veut se mesurer d'abord à Thanatos car Véronica lui a pris la tête avec sa forêt de la mort, mais son attaque est arrêtée par un pion d'échiquier. La puissance de Thanatos est phénoménale comparée à celle de Manigoldo, et pour lui prouver, il fait apparaître un passage dimensionnel que seuls les dieux peuvent utiliser. Un humain serait instantanément détruit, et c'est ce qu'il prévoit de faire avec le corps de Manigoldo, mais le grand Pope intervient. Il peut pénétrer ce tunnel dimensionnel car il détient un sceau avec le sang d'Athéna, qui bien sûr est une déesse, donc pas de souci pour Sage de pénétrer dans cette dimension. Il va même la faire disparaître. Thanatos ne compte pas se laisser faire et lance l'une de ses techniques, les affres du Tartare. Des fantômes qui viennent se coller sur Manigoldo, mais pas de panique, son maître Sage lui a appris une technique pour contrer cette attaque. Il parvient à détruire les fantômes, mais c'est loin d'être gagné pour eux. Thanatos utilise Terrible Providence,
contre Sage, mais Manigoldo fait éruption pour protéger son maître. Son armure commence à tomber en ruine, mais au moins il parvient à encaisser l'attaque de Thanatos tout en restant debout. Sage contre-attaque en utilisant les sceaux d'Athéna qui lui restent de la précédente guerre sainte, mais ils sont sans effet face à Thanatos. Manigoldo surgit alors dans un angle mort de Thanatos et réussit à lui foutre une patate. Là, la colère de Thanatos explose, faisant apparaître de nouveau la zone dimensionnelle provoquant la section de la jambe droite de Manigoldo, car elle se trouvait à l'intérieur de la zone. Sage sait qu'il s'agit d'un corps d'emprunt qu'utilise là Thanatos, son réel corps se trouve aux Champs-Élysées. Il parvient à séparer l'âme de Thanatos de son corps, alors Manigoldo décide de se jeter sur Thanatos pour détruire le corps d'emprunt. Cette ultime attaque provoque sa mort, laissant son armure du cancer à son maître Sage. Mais ce dernier n'a pas le temps de l'utiliser car Thanatos tente de s'emparer de son corps. Alors Sage, malin comme il est, avait anticipé quelque chose comme ça. Il sort une boîte confectionnée par Athéna, le Saint Coffret, qui permet d'y enfermer l'âme des dieux. Sage parvient à y enfermer l'esprit du dieu de la mort Thanatos, au prix de sa vie. L'armure du cancer retourne au sanctuaire, ainsi que le Saint Coffret qui atterrit au pied d'Athéna. Des spectres viennent prévenir le dieu du sommeil Hypnos que le chevalier de Pégase Tenma vient de pénétrer leur territoire. Il les laisse s'en charger, à 4 ça devrait quand même aller. Et justement sur leur chemin, ils tombent sur le chevalier d'or du Capricorne, Elcide. Les spectres en question sont Onéros, dieu des rêves, Ikelos, dieu des illusions, Phantasos, dieu de l'Iriel, et enfin Morphus, le façonneur. À eux 4, ils forment les dieux des rêves. Elcide se retourne en lançant son coup tranchant, mais il lui est renvoyé sur son côté droit, le coupant sa main droite. C'est un coup d'Ikelos qui peut manier l'espace-temps. Il lui a renvoyé son attaque en modifiant l'espace-temps en face de lui et celui situé sur sa droite. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les spectres ont une tâche plus importante à mener, celle de tuer Tenma. D'autant plus que dorénavant Elcide est blessé. Il n'est plus une grosse gêne pour eux. Acurei fait part de ses inquiétudes à Athéna. Thanatos étant vaincu, il reste Hypnos, et celui-ci a enfermé son esprit dans le monde des rêves protégé par les 4 dieux des rêves. Pégase devra tôt ou tard les affronter, et c'est bien ce qui inquiète Acurei. Allons justement prendre des nouvelles de Tenma. Il se dirige vers sa ville natale en compagnie de Yuzuriya et Yato. Tenma est surpris de voir son village comme auparavant alors qu'il est censé être détruit. Il est pris en réalité par le sort des dieux des rêves et surtout par Morphus qui veille au bon déroulement du rêve à Morphia. D'ailleurs, Phantasos, l'un d'entre eux, s'occupe de Yuzuriya, mais Elcide parvient à briser leur dimension des rêves et à terrasser Phantasos. Il ne reste alors plus que 3 dieux des rêves. Tenma, toujours plongé dans son rêve d'enfance, va réussir à comprendre qu'il ne vit pas la réalité grâce à Sacha, autrement dit Athéna qui est parvenue à pénétrer Morphia, le monde des rêves. Elle se fait expulser par Morphus, mais la mission est accomplie. Tenma parvient à sortir du rêve de lui-même. Ikelos, celui qui a arraché le bras droit d'Elcide, arrive justement pour en finir avec lui. N'oubliez pas qu'il peut modifier l'espace-temps, ce qui s'avère compliqué pour notre cher chevalier du Capricorne. Il prend d'ailleurs pas mal de contre-attaques, mais sans gravité. En utilisant son sang, il va le faire jaillir tout autour de lui, pour comprendre les zones qui sont distordues par Ikelos. Il va ainsi anticiper d'où vient l'attaque pour le prendre au piège et le mettre KO. Plus que 2 dieux des rêves. Tenma de son côté se voit privé peu à peu de ses sentiments en raison des graines de pavot qui ont été plantées sur lui par Morphus. Malgré tout, il parvient à libérer une force inimaginable, faisant même apparaître une nouvelle armure qui lui scie parfaitement. Une fois Morphus vaincu, le monde de Morphia disparaît. Il reste cependant une porte encore intacte. Il s'agit celle des rêves de Sisyphe, le chevalier d'or du Sagittaire. Elcide tombe sur Tenma et tous deux font face désormais au dernier dieu des rêves, Onéros. Il appelle l'esprit de ses 3 autres frères. Désormais, il possède une puissance sans précédent. Athéna décide d'intervenir pour aller chercher l'esprit de Sisyphe elle-même. Pendant ce temps-là, Elcide et Tenma protègent la porte des rêves de Sisyphe, mieux même, et réussissent à éjecter Onéros du monde des rêves grâce au coup tranchant d'Elcide. Ils sont de retour à la réalité, mais le combat n'en est pas pour autant remporté par nos amis. Onéros reste très puissant et il le prouve en tuant certains hommes d'Elcide. Ce dernier propose alors une stratégie à Tenma, l'occuper pendant qu'il tue les 4 âmes simultanément, mais malheureusement ce plan échoue, et ce n'est pas l'unique mauvaise nouvelle. La blessure de son bras coupé s'est réouverte, et Elcide commence à perdre beaucoup de sang. Athéna poursuit sa mission à retrouver Sisyphe dans le monde des rêves. Elle tombe sur lui, culpabilisant d'avoir déclenché la guerre sainte, car elle pense que ce sont ses recherches sur les dieux Hypnos et Thanatos qui ont provoqué le commencement de tout. Il sombre tellement dans cette idée que son armure se transforme en surplis. Mais Athéna parvient à lui faire entendre raison, et surtout, en rien il n'est l'auteur de la guerre sainte. Elle a débuté dès sa naissance. Sisyphe et Athéna reviennent du monde des rêves à Jamir. Sisyphe a une idée pour venir en aide à Tenma et Elcide qui continuent le combat face au dieu des rêves. Il demande l'aide d'Athéna pour qu'elle lui donne un peu de sa puissance dans sa flèche, puis décoche sa flèche depuis Jamir. Il prévient Elcide par télépathie et ce dernier a un plan. Il tourne le dos à Onéros afin de l'empêcher de voir arriver la flèche de Sisyphe. Lorsqu'elle atteint Elcide, ce dernier la coupe en 4 flèches
qui partent toutes sur chacune des âmes des dieux des rêves. Elcid finit par se sacrifier pour emporter les dieux une bonne fois pour toutes. Hypnos se rend compte que désormais, le château d'Hadès se retrouve sans défense. Du moins pas tout à fait. Il reste encore le rideau de protection formé grâce à Hypnos. Hakurei confie la gestion des hommes du sanctuaire à Sisyphe, car il compte bien régler le problème Hypnos personnellement. Sisyphe prépare l'ensemble de ses hommes pour partir en Italie envahir le château d'Hadès. Pour cela, il demande l'aide d'Atla, un jeune garçon au pouvoir psychokinétique surprenant. Il peut aisément téléporter toute une armée d'un point A à un point B. Tous sont présents devant le château d'Hadès, mais il leur faut attendre la destruction de la dernière barrière protectrice. Hakurei parvient à s'infiltrer aisément à l'intérieur du château en solo, car il possède l'épée sainte d'Athéna. Il arrive au centre du château où réside le cœur du champ de force. Il s'y dirige pour y planter l'épée sacrée, mais Hypnos apparaît en compagnie de Shion et Yuzuriya qui se sont infiltrés également pour venir en aide à Hakurei. Certes, ils sont désormais 3, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont à l'intérieur du château, dont le champ de force est toujours actif. Leur puissance est fortement diminuée. De plus, Hypnos contrôle le terrain et peut modifier ses pensées et par conséquent, l'environnement qui l'entoure. Il les fait tomber de 10 000 mètres des cieux, puis lance une météorite sur eux. Hakurei parvient à la détruire, mais il est méchamment blessé sur son flanc gauche. Il utilise sa plus puissante technique, Sekishiki Tenryoa, qui invoque l'ensemble des guerriers morts durant la dernière guerre sainte. En y mêlant également son propre esprit, il réussit à vaincre Hypnos et à l'enfermer dans le 5 coffret d'Athéna. Il ne reste plus qu'à planter l'épée pour cesser le champ de force, mais Hakurei se fait taillader sur tout le corps puis s'effondre. Hadès est là et compte bien les empêcher d'ouvrir la dernière barrière protectrice entourant le château. Shion, fou de rage, fonce sur Hadès. Il utilise son Stardust Revolution, mais ça n'a aucun effet. Yuzuriya est pétrifié par la peur, ses jambes refusent de bouger. Heureusement pour nos amis, ils ne sont pas seuls. Ils sont rejoints par Doko, le chevalier d'or de la balance, et Telma, chevalier de bronze de Pégase. Le champ de force restant disparaît, mais tous les chevaliers de l'extérieur du château sont vaincus par Hadès seul. Il a également détruit l'épée sacrée d'Athéna. Doko fait signe à Shion de partir avec Yuzuriya et Tenma une fois qu'il sera parvenu à attirer l'attention d'Hadès. Le plan est un succès, mais Doko tombe sous l'épée d'Hadès. Nos amis ne peuvent qu'observer au loin la destruction du château qui tombe en ruine. Hadès rejoint les cieux pour contempler la destruction du monde. Grâce au chevalier du corbeau, Athéna apprend qu'Hadès plonge des régions du monde dans les ténèbres depuis les cieux. Et réside désormais au sein de son propre chef-d'œuvre, Lost Canvas, où il détruit peu à peu le monde entier. Athéna doit absolument parvenir à atteindre les cieux pour vaincre Hadès. Tenma, lui, a du mal à accepter la mort de Doko, il se sent coupable de son impuissance face à tous les ennemis qu'il a pu rencontrer. Dégel, le chevalier d'or du Verseau, appuie sa pensée, mais il existe un moyen pour le rendre plus fort. Il lui conseille de se rendre sur l'île Canon où réside un démon qui pourrait l'aider dans cette voie. Tenma se rend sur l'île et trouve effectivement le dit démon à l'intérieur d'une grotte où la chaleur y règne. Normal, il y a un volcan sur cette île. Le démon en réalité est un homme, mais on ne connaît pas son identité pour le moment. Il lui retire son armure de Pégase et lui laisse un délai de 3 jours pour maîtriser sa cosmo-énergie. Dans le cas contraire, il le dévorera. Sa première tâche consiste alors à être capable de contrôler une boule de magma en fusion sans se brûler. Il y parvient, puis les démons le jettent dans la lave. Désormais, Tenma parvient à entourer son corps de sa cosmo-énergie, lui permettant de ne pas subir de brûlure. Une dernière tâche lui est confiée, utiliser sa force pour empêcher l'éruption du volcan Canon. Il parvient à atteindre une fraction de seconde le 7ème sens, à ne faire qu'un avec l'île Canon pour arrêter l'éruption du volcan. Deutéros, qui est le nom du démon qui lui enseigne la maîtrise de sa cosmo-énergie, le dépose en sécurité, inconscient avec son armure à côté de lui. L'esprit d'Asmita demande à Deutéros de se battre aux côtés d'Athéna à sa place, sa force serait d'une grande aide. Athéna appelle de son côté Dégel, chevalier d'or du Verseau. Elle lui demande de se rendre à Blugrad, en Sibérie, afin d'y trouver l'esprit du Poséidon, et de lui demander s'il existe un moyen de se rendre à Lost Canvas. Dégel va demander à Cardia, chevalier d'or du Scorpion, de se joindre à lui pour le voyage. Ils arrivent à la ville où a grandi Dégel, et tombent sur Unity, une vieille connaissance à lui. Il les amène au sein de la bibliothèque comprenant des ouvrages retraçant l'histoire de l'humanité, mais surtout un passage menant à l'esprit de Poséidon. Il retire le sceau d'Athéna, ce qui propulse nos amis à la cité du dieu de Poséidon, Atlantis. Unity va leur servir de guide jusqu'au palais. Une fois sur place, celui-ci se fait transpercer dans le dos par la main de Radamonte, l'un des 3 juges des enfers, accompagné de Pandore qui a anticipé cette décision d'Athéna d'envoyer des chevaliers demander l'aide du dieu des océans Poséidon. Voyant le corps d'Unity gisant sur le sol, Dégel ne peut contenir sa colère et lance Aurora Execution. Son sort apparaît comme inefficace, Pandore se dirige vers la porte renfermant l'esprit de Poséidon, tandis que Radamonte s'occupe seul de 2 chevaliers d'or. Face à sa puissance, Cardia, chevalier du Scorpion, souhaite se le faire en 1v1. Il demande à Dégel de partir à empêcher Pandore de mettre la main sur Poséidon.
Cardia lutte de toutes ses forces, mais il est déjà à ses limites après avoir encaissé un seul coup de Radamante. Il utilise alors sa technique ultime, l'aiguille écarlate Katakeo Antares, qui transmet la chaleur de son cœur à celui de son ennemi. Évidemment, celui de Cardia est d'une chaleur bien supérieure à ceux des autres humains, et Radamante le ressent rien qu'à travers ses aiguilles Katakeo. L'attaque ultime de Cardia est alors lancée, mais Radamante bloque son bras tout en brisant l'ensemble de ses dards sur sa main droite. Hélas pour lui, il vient de tomber dans le piège tendu par Cardia, puisque son attaque la plus puissante est détenue dans sa main gauche, qu'il a lancée lorsqu'il s'est fait parer son attaque de la main droite. Radamante est touché et s'écroule aussitôt. Cardia est parvenu à le vaincre avant lui-même de s'effondrer à son tour, ne pouvant plus supporter cette chaleur qui émane de son cœur. De son côté, Dégel rejoint enfin Pandore, mais il la découvre au sol, inconsciente. Il ressent fortement l'esprit de Poséidon au bout du couloir, mais en arrivant il découvre une ancienne connaissance à lui, la sœur d'Unity, Séraphine. Il veut la libérer, mais le général des dragons des mers, homme de Poséidon, l'en empêche. Il souhaite qu'il libère l'esprit de Poséidon pour qu'il puisse le mettre à l'intérieur du corps de Séraphine. Dégel ne l'entend pas de cette oreille et lui porte un coup qui fait voler son casque. Et il découvre avec étonnement Unity lui-même, alors qu'il a été tué plus tôt de la main de Radamante. Il ne comprend pas ce qui se passe du coup. Unity explique qu'il est devenu un général de Poséidon, mais avoir une chance de permettre à Blugrad d'obtenir la lumière et devenir par la même occasion maître du monde. Il va même renverser l'homme au pouvoir à Blugrad, son père Garcia en le tuant de ses propres mains. En apprenant la vérité, Dégel ne peut se contenir et détruit les coraux qui le bloquent jusqu'à maintenant. Il parvient à mettre fin à la folie d'Unity, qui lui révèle que sa sœur est morte il y a déjà bien longtemps. Il a utilisé la puissance de Poséidon pour la protéger de la putréfaction. Il remet une partie de la puissance de Poséidon à Dégel, appelée l'Oricalque. Mais il se fait subtiliser par Pandore qui le détruit. Cela provoque la libération de la puissance de Poséidon, gardée à l'intérieur du corps de Séraphine. Dégel n'a d'autre choix que d'utiliser toute sa cosmo-énergie pour geler l'eau qui se trouve au-dessus d'Atlantis, pour sauver Unity et lui demander de ramener l'Oricalque qui en reste à Athéna. Dirigeons-nous en Himalaya, au Tibet, où nous retrouvons Yuzuriya et Yato qui sont à la recherche d'un énorme navire. Akure, le maître de Yuzuriya, lui a raconté qu'il a été utilisé durant les précédentes guerres saintes pour guider la lumière vers l'espoir, autrement dit, il pourrait amener nos amis au Lost Canvas. Yato tombe par hasard dessus, mais il est entièrement gelé. Il ne parvient pas à briser la glace, mais le chevalier d'or du lion Régulus pourrait arranger la situation. Il dégèle bien le navire et d'autres chevaliers commencent sa réparation. Unity parvient enfin jusqu'à Athéna. Au vu de ce qu'il a fait envers Dégel et Cardia, il n'attend plus que sa sentence, mais Athéna lui demande de relever la tête, il lui faut encore diriger Blugrad. Thelma arrive à son tour, Athéna lui remet l'Oricalque, qu'il doit ramener désormais à Jamir, là où se trouve le navire, l'Arche de l'Espoir. Régulus, chevalier d'or du lion, se rend à l'Arche, ou du moins à la restauration de l'Arche, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle avance très vite, notamment grâce à l'application du chevalier du petit lion Bliario et le chevalier du loup Junkers. Ilk, l'un des juges des enfers, commence à bouger. Il se dirige vers Jamir car Violate de Behemoth lui a appris que les chevaliers d'Athéna se rassemblaient là-bas. C'est d'ailleurs Violate qui a le privilège d'être envoyée sur place. Elle fait face à Régulus qui, malgré sa jeunesse et son manque d'expérience, fait jeu égal en termes de démonstration de puissance. Régulus montre néanmoins une plus grande maîtrise et parvient à parer l'un des coups de Violate avec seulement un doigt. Malgré sa supériorité, l'Arche n'en est pas moins sauvée pour autant, puisque le spectre Stand est présent pour seconder Violate. Régulus perçoit dans le ciel le navire de l'armée d'Hadès en train de descendre pour détruire l'Arche de l'Espoir. De plus, il est immobilisé sur place par une technique d'ombre qu'utilise Violate. Au bout de quelques instants, Régulus parvient à le comprendre et à retourner contre Violate sa propre technique, qui à son tour se trouve donc dans la capacité de bouger. Grâce à sa concentration, il a vu que Violate utilisait des morts du Tartare pour les faire apparaître sous forme d'ombre pour l'empêcher de bouger. Il lui a suffi d'envoyer une puissance plus importante pour en prendre le contrôle. Après quoi une dernière attaque est lancée entre nos deux combattants, mais c'est bien Régulus qui remporte la victoire, ayant démontré sa totale maîtrise de sa cosmo-énergie. Du côté de l'Arche, le juge Ikk de Garuda arrive. Voyant les choses traîner, il a décidé de descendre en personne, portant le corps de Violate dans ses bras. Nos amis chevaliers ont tenu jusqu'à maintenant, mais face à la puissance d'Ikk, cela s'annonce bien plus compliqué. C'est alors que Sisyphe, chevalier d'or du Sagittaire, arrive à son tour avec à ses côtés notre jeune héros Thelma, chevalier de Pégase, possédant l'Oricalque. Sisyphe s'occupe d'Ikk, tandis que Thelma et les autres chevaliers se dirigent au centre de l'arche pour y implanter l'Oricalque. Junkers explique à Thelma que cette arche a été faite du bois sacré du mont Olympe. Il va tester leur volonté pour savoir s'ils sont dignes de contrôler le navire. Douglas, chevalier de la Grande Ourse, se sacrifie pour empêcher des murs d'écraser les autres chevaliers. C'est ensuite Curtis, chevalier de l'Hydre, de s'avancer au milieu des ronces pour frayer un chemin à nos amis. Son sacrifice leur permet d'atteindre le centre du navire. Junkers demande à Thelma l'Oricalque, puis l'insère. Bliario arrive pour l'aider car la puissance de l'Oricalque est bien trop forte pour être maintenue par une seule personne.
Ainsi, grâce à leur sacrifice, l'arche peut enfin décoller dans les cieux. Elle fait face au navire d'Ik, lançant ainsi la confrontation entre Ik lui-même et Sisyphe, chevalier d'or du Sagittaire. C'est une bataille entre navires qui a lieu en plein dans les cieux. Le premier navire qui tombe a perdu, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'Ik a une méthode bien particulière pour obtenir la puissance de son navire tant redouté. Il utilise ses hommes comme des esclaves et n'hésite pas à les blesser lorsqu'il attaque le navire d'Athéna. Sisyphe intervient même pour repousser le navire d'Ik tout en soufflant le brasier qui consumait ses hommes. C'est d'ailleurs suite à cette intervention que certains des hommes d'Ik commencent à ne plus lui obéir et ainsi à faire perdre la puissance de son navire. Ik n'en a que faire, puisque c'est ainsi, il terrasse les deux navires d'une seule attaque. Voilà nos deux puissants combattants se mesurant dorénavant sur le sol. Ik utilise l'espérance de vie de l'un de ses hommes pour utiliser Condamnation Galactique, paralysant Sisyphe en plus de lui infliger de lourds dégâts, suivis de l'envol de Garuda. Malgré ces deux attaques encaissées de plein fouet, Sisyphe tient toujours debout. Malheureusement, il subit toujours la condamnation galactique, et se crever les yeux n'y change rien. Mais son plan n'est pas de contrer la condamnation. Non, il se crève les yeux pour aiguiser ses autres sens, afin d'atteindre le sens ultime, le 8e sens. Dans une ultime attaque, Sisyphe terrasse Ik. Il parvient à se relever, mais avoue sa défaite. Il se dirige vers Viola-T, la dernière survivante de son armée, mais en l'approchant, cette dernière l'attaque en lui transperçant l'abdomen. Après quoi, une terrible cosmo-énergie explose en elle. C'est en réalité Hadès qui vient d'arriver. Il a pris le contrôle du corps de Viola-T, telle une marionnette. Il continue de l'utiliser pour attaquer Ik afin de le punir de son échec, mais son coup s'arrête net. Viola-T pleure et lutte de toutes ses forces pour empêcher son point d'atteindre celui qu'elle a toujours admiré, le juge Ik. Puisque c'est ainsi, Hadès décide de les supprimer tous les deux, mais Tenma intervient enfin. Il est certes devenu plus fort depuis son séjour sur l'île Canon, mais il reste inférieur à Hadès. Athéna descend à son tour pour se mesurer face à Hadès. Ce dernier lui fonce dessus, brandissant son épée, mais Tenma la lui bloque entre ses mains. Ces coupures mélangeant son sang à celui d'Athéna, le tout combiné d'une cosmo-énergie plus importante que jamais, provoque une attaque puissante à l'esprit d'Hadès, ou plus exactement, lorsque le sang d'Athéna vient toucher le corps d'Hadès. Une calèche tirée par des chevaux sans tête arrive du ciel, il s'agit bien sûr de Pandore, qui ne compte pas laisser son dieu se faire traiter de la sorte. Elle réussit à immobiliser Athéna et Tenma, mais au moment où elle souhaite les terminer, Hadès ressurgit et lui demande d'arrêter de lui désobéir une nouvelle fois. Il leur propose même de les retrouver au sein de Lost Canvas en leur ouvrant la porte pour y pénétrer. Les éclaireurs des chevaliers d'Athéna tombent entre les mains de Pharaon, un spectre qui utilise sa harpe pour tester la loyauté. Pour cela, il arrache le cœur et le fait peser sur la balance de la malédiction. S'il est plus lourd que la plume de mât, alors sa loyauté, sa pureté et son honnêteté n'est qu'illusion et absurdité. D'ailleurs, il est nécessaire de parvenir à prouver sa pureté pour ouvrir la porte qui mène à Lost Canvas. Pharaon est donc juste un test pour y pénétrer. Petit aparté, le spectre Kagao est devenu le nouveau juge à la place de Ik, qui d'ailleurs se fait balayer par Kagao. Athéna s'avance pour prouver sa pureté, mais Tenma refuse de la laisser y aller. Et c'est au tour de Sisyphe, chevalier d'or du Sagittaire, de s'interposer. Il se livre au jeu de Pharaon et devine qu'il avait truqué la balance grâce à sa cosmo-énergie. Sisyphe parvient à le vaincre, mais malgré tout, il s'est fait arracher le cœur par la balance de la malédiction. Il tombe juste après. La porte commence à s'ouvrir, puis s'arrête. Pharaon prévient avant de s'écrouler qu'il faudra la puissance d'un Big Bang pour l'ouvrir. Shion, chevalier d'or du Bélier, connaît une technique pour y parvenir. L'exclamation d'Athéna, la fameuse technique interdite par Athéna qui consiste à utiliser la cosmo-énergie de 3 chevaliers pour créer une attaque si puissante qu'elle est comparable à la puissance d'un Big Bang. Shion, Régulus ainsi que Sisyphe qui se relève une ultime fois se rassemblent et utilisent la technique. Ils parviennent à ouvrir la porte menant au Lost Canvas, mais cette fois, c'est bien la fin pour notre tant aimé chevalier d'or du Sagittaire, Sisyphe. Celui qui a découvert la réincarnation d'Athéna en Sacha. Deutéros, l'homme qui a aidé Tenma à devenir plus fort sur l'île Canon, cache Doko qui n'est pas mort en réalité. Malgré tout, son esprit est enfermé après avoir reçu le coup d'épée d'Hadès, dont le Cosmo Noir lui empêche de se réveiller. Deutéros parvient à le réveiller et lui remet un flacon contenant du sang de la précédente Athéna. Il lui demande de l'amener à la statue d'Athéna au sanctuaire. Doko s'en occupe, mais juste après on aperçoit Deutéros revêtir l'armure d'or des Gémeaux. Il compte enfin participer à la guerre sainte. Il s'était caché sur l'île Canon après que son frère Aspros ait tenté de tuer le grand peuple sage. De retour à la porte de Lost Canvas, le navire de l'espoir y pénètre, mais tous les chevaliers sont sujets à des personnes du passé à qui ils tiennent. Tenma, voulant se retourner, se fait tenir son visage droit devant lui par Yato, qui lui précise qu'il ne faut surtout pas se retourner sous peine d'être transformé en statue de pierre, comme tous les autres chevaliers. Oui, Yato lui-même se transforme en statue de pierre à ce moment-là. Il ne reste alors qu'Athéna, Régulus, Shion et Tenma qui empruntent la barque du spectre Charon pour poursuivre leur périple. Arrivé à mi-chemin, Charon demande à Athéna une partie de ses cheveux s'ils veulent être déposés sur le rivage.
Alors il n'hésite pas et se coupe les cheveux, mais c'était un piège tendu par Hadès. Grâce à ses cheveux, il peint Athéna ce qui lui permet de la priver de ses pouvoirs et de la rendre aussi fragile qu'un mortel. Malgré tout, Charon tient parole et les amène de l'autre côté de la rive. Pandore contacte le spectre Sylphide ainsi que Valentine qui se trouve au 6e palais démoniaque. Elle leur demande d'aller calmer Rhadamante, dont le cœur brûle depuis l'intrusion d'Hadès à l'intérieur. Rhadamante demande à Sylphide de se rendre au sanctuaire à sa place. Doko de son côté fonce toujours vers l'armure d'Athéna, puis en pénétrant à l'intérieur de la salle du Grand Pop, il voit que tout a été saccagé. Deux spectres s'y trouvent déjà, Gordon et Queen, qui ont été envoyés pour détruire l'armure d'Athéna, mais ne parviennent pas à la trouver. Le combat s'engage entre Doko et Queen plus Gordon. Il parvient à se défaire de Gordon, mais Queen apparaît plus malin qu'on pouvait le penser. Il réussit à détruire la fiole de Doko contenant le sang d'Athéna. Doko va parvenir à le vaincre, mais c'est cette fois Sylphide qui arrive à son tour. Sa capacité est de vaincre ses adversaires par son poison. Un dernier adversaire l'attend aux côtés de l'armure d'Athéna, le spectre Kagao qu'il a affronté précédemment. Il s'aperçoit que Doko détient désormais du sang divin dans ses veines et il compte bien l'utiliser pour faire ressusciter l'armure d'Athéna. Il utilise sa fameuse technique langue sacrificielle pour placer Doko devant la statue d'Athéna afin qu'il y répande son sang dessus. Ainsi l'armure d'Athéna apparaît devant Kagao, mais Doko possède toujours des forces et parvient à récupérer l'armure tout en se jetant dans le vide. Enfin pas tout à fait, car cet instant précis, Deutéros apparaît par le biais d'une autre dimension que seules quelques personnes peuvent utiliser. Il envoie ensuite Doko remettre l'armure à la déesse Athéna avant que son frère jumeau Aspros ne débarque à son tour. En échange de récupérer la vie, il a proposé à Hadès de lui dévoiler l'emplacement de l'armure d'Athéna. Le voici dorénavant prêt à prendre sa revanche sur son frère Deutéros. Deutéros brise sa dimension et arrive à la 4e maison démoniaque, celle de Mars. Le combat ne perd pas de temps à commencer et c'est Aspros qui ouvre les hostilités en lançant la fameuse technique de chevalier des Gémeaux, l'explosion galactique. Deutéros, l'ayant déjà affronté par le passé, connaît bien cette technique et réussit aisément à la contrer. Après quelques secondes de répit, il se prend de plein fouet l'illusion diabolique. Il se remémore ce qui s'est passé il y a 2 ans. À cette époque, Deutéros subit déjà l'illusion diabolique de son frère Aspros. Il l'oblige à se rendre au Grand Pop sage pour l'éliminer. Avant que cela n'arrive, Aspros apparaît pour faire mine d'arrêter son frère et de le tuer pour avoir tenté d'assassiner le Grand Pop. Mais voilà qu'en réalité, Aspros attaque le Grand Pop sage, mais ce dernier n'est pas dupe, il avait déjà des doutes sur les agissements d'Aspros. D'autant plus qu'il a demandé à Asmita, chevalier d'or de la Vierge, d'être présent à ce moment-là. C'est alors 2 combats en tête-à-tête qui se préparent. L'un opposant Sage face à Aspros, et l'autre opposant Deutéros face à Asmita. Asmita parvient à ouvrir les yeux de Deutéros en lui montrant qu'il s'est mis dans l'ombre de son frère lui-même, qu'il n'a pas à lui obéir sans faire ses propres choix. Suite à sa conversation avec Asmita, Deutéros retrouve ses esprits et frappe mortellement son frère Aspros, surpris de la rébellion de son frère jumeau. Il décide néanmoins de se donner lui-même la mort en utilisant son point démoniaque. De retour au présent, Deutéros et Aspros reprennent le combat. Ils utilisent tous deux l'explosion galactique, mais c'est Aspros qui en sort vainqueur. Mais avant de disparaître, Deutéros a réussi à libérer son frère de toute la haine qui l'animait. Aspros retourne alors à la demeure d'Hadès, mais en ayant retrouvé ses cheveux d'origine. Hadès comprend immédiatement et il part facilement à l'attaque qui lui arrive dans son dos d'Aspros. Ce dernier dévoile l'armure d'or des Gémeaux qui appartenait à son frère Deutéros, mais dorénavant, son âme y réside, sa vie a été sacrifiée pour qu'Aspros puisse de nouveau vivre comme un chevalier d'Athéna. Hadès n'a alors plus le moindre contrôle sur la vie qu'il lui a offerte. Le combat est interrompu par l'arrivée d'un nouveau personnage, il se nomme Yoma de Méphistophélès. Il est un spectre mais également le père de Tenma. Il réduit Aspros en de toutes petites particules et s'apprête maintenant à rejoindre son fils. De leur côté, Shion, Régulus, Tenma et Sacha arrivent à la première maison démoniaque, Mercure. Le temps est subitement figé et Tenma voit arriver devant lui Yoma, l'homme qui se veut être son père. Pour le convaincre, Yoma lui dit que sa mère s'appelle Partita. Il lui avoue également qu'à sa naissance, Pandore est également présente et qu'elle attend aussi un petit frère ou une petite sœur. Yoma, pour s'amuser, s'est empressé de prendre le bébé né de la mère de Pandore, qui détient l'esprit d'Hadès, et de l'a placé dans un enfant né d'une famille croyante, la famille de l'Aune. C'est ainsi que l'âme d'Hadès a été mise à l'intérieur d'un enfant innocent, à cause de Yoma, le père de Tenma. Il s'est arrangé ensuite pour mettre Tenma dans le même orphelinat que l'Aune et Sacha, afin de voir ce qu'allait donner leur futur, une sorte de distraction pour lui. Suite à son petit discours, il s'éclipse pour aller voir du côté d'Hadès. Là aussi, il y a de l'agitation dans l'air. Hadès a rassemblé son armée de spectres pour la décimer entièrement en faisant une croix sur son tableau les représentant. Pour Pandore, cette fois c'est sûr, c'est Elone qui est à la hauteur de cet acte. Elle ne veut plus continuer ainsi à écouter Hadès. Kagao arrive à son tour pour lui demander de partir, mais si elle souhaite s'attaquer à Hadès, si c'est là qu'elle voit son destin, il ne l'empêchera pas d'essayer.
Hadès proclame que le Los Canvas sera terminé lorsque le cadran de l'horloge aura fait un tour à partir de maintenant. Tenma et compagnie se dirigent à la deuxième maison démoniaque, Vénus. À l'intérieur, ils y trouvent des adeptes qui ne font qu'écrire. Le maître des lieux, le spectre de Balron René, leur demande de les laisser tranquilles. Elle rédige l'ensemble des noms des individus qui vont disparaître suite au Los Canvas. Shion, le connaissant, propose de s'en occuper. Il utilise son mur de cristal pour empêcher nos amis de tomber dans les enfers suite au jugement de René de Balron. Il empêche également Balron d'utiliser son fouet contre eux pour leur permettre de poursuivre leur chemin. Le combat nous plonge dans le passé de Shion, qui était, comme vous le savez, restaurateur d'armure de chevalier d'Athéna. Un jour, René de Balron vient le voir et constate qu'il détient un réel don, celui de pouvoir lire la vie des gens. Il lui fait la proposition de le suivre pour découvrir l'histoire de l'humanité. Shion est bien entendu tenté, mais il découvre qu'il a encore tant à apprendre des armures et décide de refuser sa proposition. René, pas content, le blesse mortellement avec son fouet puis se retire. C'est son maître Accuré qui le retrouve sur une mare de sang, dont l'hémorragie a été freinée par la puissance des armures qu'il a restaurées. De plus, à ce moment-là, Accuré le serre fort contre lui pour lui infuser son sang dans ses veines. C'est grâce à ce sang que Shion parvient à se libérer de la technique employée par René, qui est réincarnation. Malgré tout, il a envoyé dans le Cocyte, l'enfer où règne le froid. René connaît tout de lui grâce à ses ouvrages et parvient aisément à le mettre à terre. Shion se relève grâce à l'aide des chevaliers morts reposant au Cocyte et utilise une technique qui n'apparaît pas dans ses registres. La même qui a permis à son maître Accuré de venir à bout du dieu du sommeil, la vague d'assaut des esprits. Cette attaque inattendue est imparable pour René, qui se la prend de plein fouet. Il est alors vaincu. Shion va pouvoir rejoindre ses amis qui arrivent justement à la troisième maison, celle de la Terre, gardée par un spectre que l'on connaît très bien, Kagao du Bennu. Le spectre au brasier noir ne perd pas une minute et utilise Ankh sacrificielle sur Tenma et Régulus. Sacha semble bien impuissante pour les aider. Elle sent une profonde tristesse chez Kagao, alors elle se jette sur lui malgré les flammes noires qui l'entourent. Doko arrive pour l'écarter de Kagao afin de la protéger. Il remet l'armure d'Athéna à Sacha, Kagao ne compte pas les laisser faire, mais Doko est là pour assurer leur départ. Possédant dorénavant du sang de la précédente Athéna, son aura n'en est que plus imposante encore. Kagao se rend bien compte que Doko est puissant, alors il ne tergiverse pas longtemps et utilise une technique redoutable, l'ascension des ténèbres qui crée un soleil noir qui assèche littéralement Doko. Tout à coup, de la pluie apparaît dans la zone de leur combat, qui permet de faire disparaître le soleil noir, mais pas de donner l'avantage pour autant à Doko, surtout que la haine de Kagao le consume de plus en plus, au point que son surplis soit entouré de flammes brûlantes. Il semble inarrêtable et les coups qu'il porte à Doko sont de plus en plus violents. Doko apprend qu'il a sombré dans la violence depuis la perte de son frère qui s'est suicidé afin de lui permettre de se libérer. Son frère suit, se sentait coupable de voir son frère devoir s'occuper de lui, alors il a préféré mettre fin à sa vie pour le laisser vivre la sienne et ne s'attendait pas à le voir entrer dans les ténèbres. Doko le propulse dans les airs jusqu'à atteindre l'espace. Kagao, voyant jusqu'où va Doko pour lui, se rend compte qu'un humain peut tout à fait protéger ceux qu'il aime. Il ne compte pas laisser Doko mourir ainsi, il renvoie Doko sur Terre. Pandore rend visite à la maison de Saturne où se trouve Radamonte tourmenté par la douleur depuis que le sang d'Hadès lui a été versé. À l'entrée de sa porte se trouve Valentine qui ne compte pas laisser Pandore pénétrer, pas avant du moins que Radamonte soit parvenu à contrôler la puissance d'Hadès. Pandore n'accepte pas qu'on lui refuse quelque chose, elle qui est la sœur du dieu d'Hadès. Soudainement Radamonte sort de sa maison, il tue de sa main Valentine pour avoir osé manquer de respect à Pandore. Valentine est choqué de le voir s'agenouiller devant celle qui le manipule depuis le début, mais hélas pour lui, il est trop tard. Il tombe des mains de l'homme qu'il a admiré depuis toujours. Pandore, Radamonte et Sheshire s'en vont mais tombent face à Athéna, Tenma et Régulus. S'ensuit un combat de paroles entre Athéna et Pandore. Athéna lui montre des souvenirs enfouis en elle, la montrant l'époque où elle était humaine et apprenant que Partita, sa meilleure amie, était enceinte. Elle a toujours pensé que Partita était celle qui avait kidnappé son frère et s'était enfuie avec lui et Tenma. En réalité, il s'agit de Yoma, Méphistophélès, son mari qui en a été l'auteur. Pandore a fait exécuter Partita alors qu'elle était innocente. Athéna, ou plutôt Sacha, ne parvient pas à utiliser la pleine capacité de l'armure d'Athéna. Pandore en profite pour se glisser derrière elle pour la bloquer. Yoma en profite pour faire son entrée et fait apparaître de nouveau Partita avec sa capacité à modifier le temps. Ces dernières profitent de l'imprudence de Pandore pour lui asséner un coup mortel. Yoma envoie ensuite Tenma seule face à sa mère Partita. Elle possède un surplis car elle est devenue la maîtresse de la maison d'Uranus depuis sa résurrection due à Yoma. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne rigole pas. Elle compte réellement tuer Tenma. Pandore débarque également avec la ferme conviction d'en finir avec Partita. Cette dernière avoue d'ailleurs à Tenma qu'elle n'a fait que le protéger juste pour qu'il devienne plus fort afin de prendre son âme pour que elle et son mari Yoma puissent surpasser les dieux. Tenma ne parvient plus à différencier le vrai du faux et se laisse frapper violemment par sa mère. Son armure se met à émettre une lumière dorée,
rappelant à Tenma tous les chevaliers d'or tombés au combat pour lui. Malgré cela, elle détruit son armure. Elle commence à absorber son âme qui prend la forme d'un cheval ailé. Tenma lui envoie une grande quantité de sang pour la soigner. Les morceaux de son armure viennent se greffer à lui donnant une toute nouvelle armure, une armure divine. Il parvient à vaincre sa mère, qui avoue être fière d'avoir donné naissance aux descendants du chevalier de Pégase. Elle était jadis un chevalier très proche de la déesse d'Athéna, mais lui a promis qu'elle se réincarnerait en tant qu'humaine pour donner naissance au prochain chevalier Pégase. Le combat est terminé, le cadran de l'horloge a fait déjà la moitié du tour, il ne reste que 4 heures avant que le soleil ne se couche. Rhadamante étant seul désormais face à Régulus, le combat semble inévitable entre ces deux-là. Néanmoins, Régulus rappelle un ancien chevalier d'or du lion à Rhadamante. Il s'appelait Ilias, il était le père de Régulus. Il était l'un des plus puissants chevaliers d'or à l'époque, mais également un grand protecteur de la nature. Rasgado, chevalier d'or du taureau à l'époque, lui demande de revenir au sanctuaire pour se préparer à la guerre sainte qui est sur le point de débuter. Ilias accepte d'enfiler l'armure du lion une dernière fois. Rhadamante pointe alors le bout de son nez et tue Ilias devant les yeux de son fils Régulus. De retour au présent, Rhadamante sait désormais que le chevalier d'or qui se dresse devant lui est le gamin qu'il a vu lorsqu'il a tué son père Ilias. Régulus s'est entraîné durant 10 ans pour ce jour, il l'attaque avec son plasma foudroyant, mais cela n'a aucun effet sur Rhadamante. Il faut dire qu'il se mesure désormais face à un homme qui possède la puissance d'un dieu. Il parvient à utiliser Athéna Exclamation seul, mais cela ne fonctionne toujours pas. Alors il fait appel à la puissance des 11 autres chevaliers d'or, mais là encore Rhadamante parvient à contenir son attaque. Rien ne semble pouvoir ne serait-ce que blesser son adversaire, qui est devenu vraiment redoutable. Régulus se fait battre à plate couture, il meurt sous les coups de Rhadamante, décidément bien trop fort pour lui. C'est alors que son âme parvient enfin à comprendre que son père, l'esprit de son père du moins, se trouvait là, près de lui, dans la nature. Il se met à communier avec elle, lui aussi, et avant de rejoindre son père bien-aimé, il va réussir à vaincre Rhadamante en lui perçant littéralement le cœur. Shion arrive au même moment, mais il est trop tard. Régulus est parti rejoindre ses compagnons morts au combat. Le plus choquant pour Shion lorsqu'il arrive, c'est que le corps de Rhadamante tient toujours debout. Il rejoint Pandore qui se trouve devant Hadès, ou devrais-je plutôt dire devant Elone, car l'esprit d'Elone domine en réalité la puissance d'Hadès. Pandore ne peut rien faire face à lui, et Rhadamante avec un trou dans la poitrine se fait couper une partie du corps, principalement son bras gauche, par Hadès qui comme toujours lance ses attaques en utilisant son pinceau sur les tableaux qu'il peint. Rien à faire, il se bat pour permettre au dieu auquel il a toujours voué sa vie, Hadès. Il fonce une dernière fois sur Elone, mais il ne le vise pas lui cette fois, mais le tableau d'Athéna qui se trouve derrière lui afin de le détruire pour redonner le pouvoir divin à Athéna. S'il ne peut vaincre Elone, alors il préfère encore miser sur Athéna pour donner une chance à Hadès de se réveiller. C'est la fin pour Rhadamante, dans un dernier souffle, il renvoie Pandore sur Terre pour la protéger. Athéna qui se trouve aux côtés du spectre Sheshire se relève au retour de ses pouvoirs divins. Elle emmène avec elle Sheshire et se dirige vers l'Arche de l'Espoir, où repose l'ensemble des chevaliers qui ont été pétrifiés plus tôt par Elone. Avec ses pouvoirs retrouvés, elle parvient enfin à les libérer. Nous reprenons des nouvelles de Shion, ça fait un bail mine de rien. Il continue son ascension vers Elone, mais il est perturbé par l'apparition soudaine de Yoma. Ce dernier ne veut pas de lui dans son scénario final, mais Tenma intervient avec sa nouvelle armure divine et compte bien en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Yoma lui explique que dans le futur, Shion deviendra grand pop et qu'il fera venir au sein du sanctuaire Tenma. Dans 200 ans, c'est Seiya, le futur chevalier de Pégase, qui parviendra à venir à bout des dieux, mais ce scénario ne lui plaît pas trop, il préfère que ce soit son fils qui y parvienne. C'est pourquoi il fait disparaître Shion dans une autre dimension, mais c'était sans compter sur un chevalier d'or que l'on connaît bien maintenant et qui peut utiliser cette autre dimension également, le chevalier d'or des Gémeaux, Aspros. Il a récupéré au passage le corps de Shion ainsi que celui de Doko. Il les confie à Tenma et lui demande de partir avec, il s'occupe solo de Yoma. De plus, Aspros s'est arrangé pour l'affronter dans une zone où il ne peut modifier le temps. Sauf que le temps peut également affecter les corps eux-mêmes, et c'est justement ce que va faire Yoma. Il va rembobiner la vie d'Aspros pour le faire disparaître. Mauvaise surprise pour Yoma, Aspros est toujours là. Et oui, il ne faut pas oublier qu'avant de revenir à la vie, Aspros était un spectre. Le revoilà portant son surplis du temps où il travaillait sous les ordres d'Hadès. Cette fois, c'est au tour d'Aspros de l'envoyer dans les 4 coins de la galaxie avec son explosion galactique. À son tour, il se fait déjouer de son attaque, et cette fois Yoma ne cache plus sa véritable identité. Il s'agit du dieu Kairos, frère cadet du dieu Chronos, qui l'avait exilé sur Terre. Aspros parvient à comprendre que son âme est en réalité attachée à un humain, il n'est plus le dieu qu'il était. Dès lors, il fait apparaître la fameuse dimension nécessaire pour rejoindre les Champs-Élysées, où se trouvent les dieux. Il attache Kairos à l'aide du chapelet créé par Asmita, chevalier d'or de la Vierge, et l'envoie dans l'hyperdimension où la mort l'attend. Aspros parvient ainsi à le vaincre et à enfermer son âme à l'intérieur du rosaire. Ayant le bras droit arraché suite à son combat, il ne peut survivre à son tour, malgré l'arrivée de la déesse d'Athéna. Ça y est, le dénouement final approche. Athéna,
Tenma, Shion et Doko arrivent face à Hadès. La puissance d'Hadès est écrasante, au point qu'il arrive d'un seul coup à transpercer l'armure divine de Tenma ainsi qu'à lui planter son épée dans l'abdomen. Malgré tout, Tenma tient bon. Il sait qu'il doit tenir car il est le seul à pouvoir en finir avec Elone. Il décide de contre-attaquer, mais son attaque est bloquée par tous les anges dessinés sur le Lost Canvas, représentant ceux tombés sous les coups d'Hadès. Il demande à Tenma d'écouter Hadès, afin de les libérer des souffrances qui les hantent. Tenma commence à tanguer du côté d'Hadès, pensant qu'il fait peut-être fausse route depuis le début. Les anges amènent Tenma vers Hadès qui prend son sang via son pinceau pour terminer Lost Canvas et plonger ainsi le monde dans les ténèbres. L'Arche de l'Espoir se rapproche d'eux et tous les chevaliers descendent pour venir en aide à leur ami Tenma. Les coups portés par Hadès ainsi que les mots des anges déchus l'ont eu psychologiquement. Mais Yato ainsi que Yozuriya et les autres l'encouragent et leur envoient leur cosmo-énergie pour le remettre sur pied. Tenma refait enfin surface, il n'est pas question pour lui d'abandonner tous ceux qui se sont sacrifiés pour lui durant cette guerre sainte. Il fonce sur Elone et parvient à lui porter un coup qui transperce sa poitrine avec la puissance de tous ses compagnons. Elone est vaincu, mais le gong final retentit de l'horloge. Le cadran a fait un tour complet, l'âme d'Elone n'a pas été anéantie par Tenma. L'âme d'Hadès prend enfin le contrôle total du corps d'Elone. Sa puissance n'a plus rien à voir désormais. Les attaques de Doko n'y changent rien, il ne peut rien faire face à lui. Shion a alors une idée, il invoque les armures des chevaliers d'or pour lancer une attaque baignée dans la lumière avec toutes les armures d'or, point faible d'Hadès. Malheureusement l'attaque est bien trop faible pour lui être une menace. Alors les esprits de tous les chevaliers d'or se rassemblent et lancent cette fois une attaque dévastatrice qui oblige Hadès à quitter le corps d'Elone. Athéna et Tenma sentent désormais une aura maléfique au château d'Hadès, sûrement à la dernière maison, celle de Pluton. Elone retrouve ses esprits et demande à Tenma de l'emmener avec eux. Athéna ne veut pas que Doko et Shion se sacrifient à leur tour, elle modifie le rythme cardiaque de Doko pour le faire passer à 100 000 battements par an, ce qui l'oblige à rester calme et confie le rôle de grand pop à Shion. Une fois les consignes données, elle les renvoie sur Terre. Athéna, Tenma et Elone se dirigent alors vers l'âme d'Hadès. En joignant leurs mains liées par le bracelet de fleurs, ils viennent à bout de l'âme d'Hadès. Tout est terminé désormais, Doko se rend à la montagne des 5 pics en conservant le rosaire d'Aspita afin de prévenir tout mouvement des armées d'Hadès dans le futur. Shion lui doit reconstruire le sanctuaire. On voit même Ténéo, l'un des apprentis d'Aldébaran, se pointer devant Shion pour l'aider à rebâtir le sanctuaire. Pandore remet le 5 coffret d'Athéna où reposent les dieux Chronos et Hypnose dans un petit temple. La suite, vous la connaissez, c'est l'histoire de Saint Seiya le sanctuaire.